Alors, on est dans une série de conférences qu'on a lancées en début d'année. Alors, à la fois le club immobilier, représenté par Mathilde et par Dorine, qui est ici présente. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Mathilde a changé de job et a commencé à moi chez Somfy, donc c'est parfait. Et a rencontré un de ses collègues d'intervenants qu'elle n'avait jamais vu. Ça, c'est la page qui sort en fait. Avec le club numérique, que je représente, en tant qu'animateur de ce club, donc Jean-Michel, pour ma part. Et donc, on s'est dit en début d'année, on va faire une série de 4 confs sur l'année. Alors, je pense qu'on va déborder un petit peu en 2023, hein, qui reprend le rythme des conférences après la période Covid, autour du numérique et dans l'immobilier. Donc, toi, tu avais animé une première conférence, tu peux te la rappeler? C'était sur la 3D, le métaverse dans l'immobilier, en quoi le virtuel peut nous aider à la fois à concevoir et à vendre dans l'immobilier. Très grand public. Aujourd'hui, voilà, vous avez vu le sujet, donc plutôt autour de l'IoT, des bâtiments connectés, et puis dans les 2 prochaines, on a une autour de tout ce qui est BIM, donc là, vraiment pour les professionnels, la modélisation du bâtiment, et puis on en fera une, peut-être plus grand public, sur tout ce qui est comparateur de prix, les meilleurs open data, voilà, comment on joue la donnée, surtout avec ce qui se passe depuis 2-3 mois, ça a pas mal bougé. Je pense que les intervenants en 2023 n'auront pas les mêmes choses qu'en 2022. Et puis tout ça aussi est fait avec le G9+, qui est l'association qui fédère les 22 clubs un peu autour du numérique des associations de grandes écoles, donc HEC, Polytechnique, Centrale, Télécom et autres, ce qui fait qu'il y a une quarantaine de personnes qui nous suivent en direct. Et j'espère qu'ils nous entendent. Là aussi, on teste ce matériel. Tout est nouveau, voilà. Ça fait partie du jeu. Alors, je commence à présenter nos intervenants en rappelant les règles du jeu. Hein. On leur a dit pas de 13, hein. On est plutôt dans une logique un peu dynamique de table ronde. Donc, avec on a fait un petit fil rouge pour leur poser quelques questions. Bien entendu, après, vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi. Alors, en direct, pour ceux qui sont là, et Dorine s'occupera des gens en Zoom. Alors, en Zoom, la règle, c'est il y a une partie Q&R. Vous posez vos questions dans la partie Q&R. On se fera une joie d'être vos porte-parole. Et puis, pour ceux, 20 et quelques, qui ont le plaisir d'être là aujourd'hui, il y aura un petit cocktail avec du champagne à la fin. Ça, c'est l'avantage pour ceux qui sont physiquement présents. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez le faire aussi, mais ça sera à vous de l'organiser. Voilà. Alors, nos intervenants. Alors, je fais par l'alphabétique, sachant qu'il y a un petit changement. Donc, Jean-Marc Céleste, le collègue, découvert aujourd'hui, responsable prescription résidentielle chez Somfy. Et tertiaire. Merci. Donc, d'ailleurs, on parlera un peu de tertiaire, parce que le but dans le club, notamment immobilier, c'est toujours mélanger les différents domaine de l'immobilier. Wassim Riouchi, associé à IoT et Télécom chez Bearing-Point. Très belle entreprise, donc aussi collègue, en fait, finalement. C'est pas mal. Les animateurs ont des collègues intervenants, c'est pratique. Anne Carguat, de My Practice, qui est référent R2S. Alors, Dorine est là, mais c'est finalement son collègue Maxime Leclerc, donc de chez CDD, qui va intervenir. Je ne remercie pas Dorine, puisque voilà, ça fait quand même un panel très masculin. C'est pas l'objectif, on essaie à chaque fois de. On va demander à Maxime s'il peut faire quelque chose, mais j'ai oublié mon rasoir. Bah voilà, c'est pas. Et enfin, Yann Wildman, directeur des solutions et innovations chez Numérique. Ah bah, je n'ai pas la liste complète, fallait me corriger. Alors, on vous propose d'aborder 3 grandes thématiques dans la soirée. Bon, déjà, de faire un peu un état des lieux du marché de l'immobilier connecté. C'est un peu notre sujet. Ensuite, de faire un focus plus précis sur le rôle des technologies. Quand on parle comme il y a quand même une dimension technologique qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a un peu de prospective et si on vous projetait à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. J'espère que vous allez nous faire rêver quand même. C'est un peu l'objectif. L'ambiance est morose, donc faites-nous rêver. C'est l'objectif de la soirée. Alors, pour commencer, peut-être rentrons directement sur le sujet. On parle bien d'un marché, le marché des UIA connectés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vraie demande sur ce sujet ou est-ce que c'est pas une lubie de quelques constructeurs ou apporteurs de techno? Oh, ça va être génial, mais en fait, les gens s'en fichent. Alors, aussi bien de manière résidentielle que tertiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, je bien dit vrai, sur l'immobilier connecté? Peut-être Jean-Marc, commencez. Alors, oui, il y a une vraie demande sur le logement connecté, si on parle de résidentiel pour commencer. D'une part, voilà, les gens sont très connectés avec leur smartphone, ça c'est déjà des choses qui sont digital natives pour la plupart. Et puis, ce qui est en train de se passer sur le marché, même si effectivement le marché, on le sait tous, va être un peu compliqué ces prochaines années, il y a notamment, pour le connecté, on parlait beaucoup de confort uniquement jusqu'à présent, mais arrive maintenant beaucoup de sujets de sobriété énergétique. Et dans les différentes normes, que ce soit pour le résidentiel ou le tertiaire, la RE 2020, prend vraiment en considération cet aspect connecté pour justement
obtenir des gains énergétiques. Ce qui fait que pour la plupart des promoteurs, constructeurs de maisons, intégrer une solution connectée de base devient une réalité parce que d'un point de vue confort thermique et calcul thermique, ces éléments sont vraiment pris en compte dans les moteurs de calcul, ce qui fait que là où auparavant c'était plutôt effectivement pour satisfaire la demande du consommateur, là effectivement c'est toujours le cas parce que ça apporte du confort au consommateur, mais dans un deuxième temps, ou en tout cas même dans un premier temps à la conception, ça apporte des gains énergétiques substantiels pour justement atteindre les degrés les différentes composantes de la RE20. Donc, il y a une vraie demande, c'est pas faux. Peut-être ici venant de la part de Yann, par exemple. Oui, est-ce qu'il y a une demande? Oui, en tout cas, nous, chez Nexity, on y croit dur comme fer, puisque Jean-Marc le sait bien, nous sommes le premier promoteur à avoir décidé de connecter l'ensemble de notre production dès 2018, avec un démarrage du projet Génie, c'est le nom de notre offre, en 2017 et une généralisation à partir de 2018. Donc, clairement, on y croit dur comme fer. Pour répondre plus directement à votre question, je vais vous donner 2 indices, même si je pense que ce sont des indices fiables, même si je ne peux pas démontrer que c'est directement lié à cette décision. Nous avons, nous, Nexity, en 2020-2021, gagné 3 points de part de marché. Est-ce que c'est directement lié à ce choix? Probablement pas directement, mais ça y contribue certainement un petit peu mieux. Et ça, c'est de l'offre que vous parlez. Oui, est-ce que vos clients, alors, résidentiel, voire c'est pas tertiaire. Là, je parle plutôt du résidentiel. Est-ce que vos clients, on sent qu'il y a une appétence, c'est encore un gadget. Non, justement, ça allait être le deuxième indice que je vais vous donner. Le premier indice, on gagne des points de marché, part de marché, alors qu'on est le seul à avoir généralisé ça sur toute notre offre. Deuxième indice, une fois que les gens rentrent dans le logement avec Génie, ils l'utilisent réellement à des taux bien au-dessus de nos, que je ne vous communiquerai pas parce qu'il reste des secrets de fabrication, mais qui sont bien supérieurs à nos attentes et bien supérieurs à ce que même de grands acteurs de numérique constatent en termes d'activation de leur base. Une proportion extrêmement importante, là très au-dessus de nos attentes aussi, sont devenus des utilisateurs quotidiens. Et donc avoir réussi à mettre Génie dans le panier supérieur des applications utilisées au quotidien, aux côtés des WhatsApp et des applications bancaires, c'est plutôt une fierté. Donc oui, il y a une demande. Alors donc là je réponds clairement oui. Votre marque quand même est assez bonne. Là on est sur le flux et effectivement équiper le SOC, c'est une autre paire de manches. Mais ce flux, s'ils y prennent goût, le jour où ils redéménageront et bougeront, absolument, on ne fera pas leur proposer de revenir en arrière. C'est ma conviction également. C'est aussi ce phénomène, d'accord. Et puis Yann, tu as terminé aussi. Non. Pardon, Alain. Ce qu'il avait dit, je répondrais déjà en segmentant le marché. La dynamique n'est pas la même. Sur le diffus, une partie de la demande repose sur les individus, en fait. En dehors de tout processus de fabrication du logement, ça repose sur l'acte d'achat individuel. Et ce qu'on peut constater, c'est que les rayons de la grande distribution, qu'elles soient électroniques, grand public ou grande surface de bricolage, ont vu leurs rayons de smartphones se développer. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans sur ce marché-là, il n'y avait pas des rayons, ils étaient microscopiques, il y avait juste des sirènes d'alarme, etc. Donc, il y a déjà une appétence individuelle des gens qui vont auto-équiper leur logement, pour compléter ce qui vient d'être dit. Deuxième segment de marché sur le résidentiel, c'est le marché des bailleurs, et notamment des bailleurs sociaux, plus de 4 millions de logements. Et là, la réponse, elle est mitigée. Les bailleurs sociaux ne vont pas massivement équiper les logements de systèmes connectés. Par contre, ils s'intéressent à équiper les communs de systèmes connectés pour être plus efficients sur les fonctions d'exploitation des résidences qui sont sous leur responsabilité. Et puis enfin, le dernier marché, celui que je connais le mieux, parce que c'est mon marché, le marché du tertiaire et du grand tertiaire. Là, les systèmes connectés, ça dépend ce qu'on appelle système connecté, parce qu'ils ont toujours existé. Si on considère que les systèmes de gestion centrale du bâtiment sont des systèmes connectés, ça fait longtemps qu'il y a des systèmes connectés dans le bâtiment. Par contre, un grand bémol, ils ne sont pas connectés au sens IoT, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés à Internet. C'est pas des Internet of Things, c'est des systèmes industriels qui sont connectés sur des bus terrain que seuls les professionnels peuvent tirer quelque chose. C'est en train de changer.
train de changer progressivement, plutôt sur les grands projets, plutôt sur les projets flagship, mais on sent une vraie accélération, une vraie appétence, mais il faut rester vigilant, parce que bon, c'est un phénomène qui démarre. Et avec tout ce qui se passe actuellement, notamment la crise énergétique et compagnie, est-ce que ça accentue la demande? Je veux dire, ça peut nous permettre de mieux contrôler Aujourd'hui, toucher à épiphénomène, ça n'impacte pas. si je vous réponds objectivement, C'est ce qu'on vous demande. le discours ambiant de l'industrie immobilière n'est pas du tout connecté aujourd'hui. Elle est au bas carbone, au biosourcé, à l'économie circulaire. Et tout le monde répète en chœur les mêmes litanies, les mêmes mantras, je dirais, en oubliant qu'un bâtiment n'a pas de sens en soi s'il ne répond pas à des besoins d'usage. Et donc, il faut remettre un petit peu l'église au centre du village. Et le centre du village, c'est les occupants de ce bâtiment. Et eux, ce qui les intéresse, c'est comment ils vont pouvoir vivre dans le bâtiment, dans le logement, comment ils vont pouvoir y travailler. Et eux, ils sont focalisés sur les usages. Donc, il y a une distorsion extrêmement importante que je constate entre la demande des utilisateurs des bâtiments et le discours général de l'industrie qui fabrique les bâtiments. Alors justement, je voudrais parler de l'IoT, je voudrais qu'on aborde l'IoT. Westim, aujourd'hui, il y a vraiment des choses autour de l'IoT dans le bâtiment? C'est encore de la futurologie. Alors, c'est en croissance, donc c'est pas encore répandu partout, mais en revanche, il y a des choses qui sont vraiment déployées très fortement parce que on a eu de la miniaturisation des devices, on a eu une baisse de prix, on a de plus en plus d'interopérabilité, même si on est encore loin de la panacée, avec des acteurs qui viennent se mettre en agglomérateur, qui viennent du coup simplifier l'implémentation. Sophie le fait avec sa filiale Workies, par exemple. Et pour moi, ce qui a changé, c'est un peu ce que disait Alain, c'est-à-dire que jusque-là, on avait cette partie gestion technique du bâtiment qui est la partie historique, et ça reste le cœur aujourd'hui du sujet, notamment dans le tertiaire. Ce qui est nouveau, c'est que par exemple dans le résidentiel, on a eu des assistants connectés qui ont fait leur entrée dans le foyer, et ça, de notre point de vue, ça a été un peu un cheval de Troie pour derrière commencer à habituer les occupants, locataires, propriétaires, à avoir une connectivité, c'est-à-dire qui est étalée, qui n'est pas juste avoir sa box qui est fournisseur de Wi-Fi, donc avoir un ensemble de services. Donc ça, c'est pour la partie résidentielle. Pour la partie tertiaire, nous, on a senti une accélération pendant le Covid, forcément, avec des espaces qui étaient peut-être à repenser dans la façon de les occuper. Ça, je pense que vous en parlerez mieux que moi. Et donc, notamment sur les salles de réunion, qui a été un des premiers sujets sur comment bien optimiser cette partie-là, avec l'intention derrière de mieux utiliser le mètre carré. Le mètre carré a un prix, forcément. Donc voilà, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est bien en croissance. On commence à avoir de plus en plus de cas d'usage. On commence à avoir une appétence. On a des énablers technologiques qui sont là. Et les cas d'usage les plus fréquents, c'est dans les pubs ou c'est classique? Je vous laisserai compléter avec ce que vous voyez. Pour moi, la partie chauffage, climatisation, qualité de l'air aussi pendant le Covid et occupation des espaces, c'est ce qu'on a surtout trouvé dans le tertiaire. Sur le résidentiel, le chauffage aussi revient forcément un peu plus à la mode. Et après, il y a toujours l'historique sur la domotique un peu plus dure avec avoir des scénarios d'usage dans un espace dédié. Ça, on commence à le retrouver de plus en plus dans des offres de logement neufs. Et effectivement, la seconde monte entre guillemets, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, ça commence à rentrer dans les attentes des occupants. Maxime, vous avez un petit focus sur le tertiaire? Oui, tout à fait. Sur le tertiaire, nous, par exemple, on a fait un projet pilote avec une boîte qui s'appelle SpaceT. Donc, on a commencé à équiper de capteurs les locaux de CDD. Et par contre, c'est plus focus sur justement les usagers pour, au final, en fait, leur proposer des aménagements qui correspondent le mieux possible à leurs usages à eux. Donc, c'est pas encore de l'IoT open source, etc. Mais justement, ça permet de refocus sur les usagers et puis c'est de plus en plus demandé. Après, on peut lier avec la GTB, avec la GMAO, etc. On peut du coup avoir des agrégateurs qui font des systèmes d'exploitation du bâtiment maintenant, qui permettent de tout lier et justement que ce soit plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. On parle pas mal de label, est-ce que ça a un vrai impact?
Bah, Voilà. Question suivante. nous, on s'adresse vraiment aux usagers. Les labels, ils sont plus sur la construction et nous, on parle plutôt aux locataires historiquement. Donc, eux, ils sont moins concernés par les labels. Voilà. Ouais. Sur les labels, ça a un vrai impact. Ça a un doute. D'abord, quantitativement, World Scores ont fait 300-400 bâtiments en France. Alors, on dirait, c'est peut-être rien du tout. Enfin, quand même, 400. R2S, plus d'une centaine. Il y a un triplement des projets sur R2S depuis l'année dernière. Donc, il y a une vraie accélération. Mais surtout, ça a un vrai impact pédagogique. C'est-à-dire que ça guide la maîtrise d'œuvre d'exécution à appliquer des bonnes pratiques. Vous dire sur les R2S, je suis pas sûr. R2S, c'est le label porté par la Smart Building Alliance et Certivea sur les bâtiments connectés, donc sur le thème de notre connecté et communicant. Et WireScore, c'est un label américain qui porte sur également la connectivité du bâtiment, dans le sens connectivité passive, donc les infrastructures de câblage à la fois filaire et radio. Une petite question en ligne. Une petite question en ligne Allons-y. de Hara. Quel est le risque de voir les GAFAM débarquer dans le bâtiment connecté par rapport aux acteurs traditionnels, notamment via l'exigence d'interopérabilité? Alors, les GAFAM, ils sont déjà là. Ils sont là en tant que fournisseurs de briques technologiques d'un certain nombre d'acteurs du bâtiment, dont les grands électrotechniques. D'ailleurs, les grands électrotechniques doivent s'appuyer sur des outils informatiques qui sont proposés par les GAFAM. Ouais. Mais ils en refont des solutions à eux en s'appuyant sur des briques technologiques, ce qu'on appelle des middleware. Donc, c'est enfoui. Ça se voit pas pour l'utilisateur final, mais ça reste quand même des briques qui sont sous-jacentes, à la fois des briques de cloud, des briques de service, des briques de data management. Donc, toutes ces briques-là, elles existent. Pour en donner un exemple, par exemple, le cloud IoT d'AWS, c'est l'un des premiers mondiaux. Et effectivement, la plupart hormis nos camarades de Somfy, beaucoup de fournisseurs de solutions IoT ont basé leur solution Ils ont des briques techno sur ce cloud IoT. Je crois pas. On ne peut pas réinventer tout. Je veux dire, l'informatique, c'est une industrie qui a 70 ans, voilà, qui pèse 5 000 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est la troisième puissance économique si on en rapporte. C'est 2 fois la France. C'est 2 fois la France, c'est la taille du Japon. Voilà, donc c'est une industrie structurée et on ne peut pas réinventer le numérique en faisant RAZ de ce qui existe déjà. C'est pas possible. Et autre indice sur le fait qu'ils sont déjà là, si tout le monde en a conscience, on parlait des assistants vocaux tout à l'heure. Les assistants vocaux de dernière génération intègrent tous un hub Zigbee 3.0. Et en particulier ceux d'Amazon. Donc on voit bien qu'il y a intention de pénétrer ce marché. Et si vous observez, si vous êtes vous-même client d'Amazon, vous observez un peu leur promotion du moment, on sent qu'il y a un focus renouvelé sur ce marché-là. Donc on sent bien que l'intention qui est apparue il y a 2-3 ans déjà, ou même 4-5 ans déjà, elle est toujours présente et c'est pas quelque chose qui est passé en seconderie, loin de là. Par contre, pour ne pas effrayer notre auditoire, c'est pas parce que les GAFAM sont là qu'ils vont tout bouffer. Non, bien sûr, absolument. Ça reste à l'industrie de l'immobilier de sublimer les technologies, d'apporter leurs solutions, parce que les GAFAM ne vont pas s'intéresser au marché immobilier en tant que tel. C'est un métier qui est notre métier, c'est pas le métier des GAFAM, c'est juste des fournisseurs de pelles et de râteaux. Il faut juste utiliser les pelles et les râteaux du numérique, c'est tout ça. Ça me fait une très bonne transition justement quand tu parlais des technos. Oui, alors, avant de parler des technologies, nous, on parle beaucoup chez Somfy, en tout cas, du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour effectuer tout ça, les GAFAM sont peut-être très forts et très puissants, mais qui mieux que nous, industriels, référents dans nos domaines d'activité, pouvons interagir avec la chaîne économique d'installation, avec les promoteurs, etc. Donc, c'est là où on n'est pas très inquiet. Évidemment, ils sont là, ils continueront à l'être, mais on travaillera avec eux et en corrélation avec eux. Il y a de la place pour tout le monde et chacun est spécialisé dans son domaine d'activité. On n'est pas très inquiet. On est même justement, on se dit que grâce à eux, ça accélérera l'adoption de ces solutions. C'était plutôt mon propos, c'était pas pour dire qu'il faut en avoir peur, mais pour moi c'est plutôt un signe positif, stimuler le marché en effet. Et non, ils vont pas tout bouffer parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences, tout simplement.
Bah, ça nous fait une transition justement sur, maintenant qu'on a vu le marché, si on s'intéresse un peu plus à ce qu'on propose concrètement, donc quel type de technologie on a, peut-être commencer par le résidentiel parce que c'est ce qui paraît peut-être le plus simple à chacun d'aborder, et puis on étendra un petit peu sur les différences qu'il peut y avoir avec le tertiaire. Alors sur le résidentiel, on est plutôt, alors évidemment, il y a plein de technologies, qui se sont succédées, de protocoles. On est plutôt sur des protocoles radio. Alors on parle beaucoup en ce moment de Zigbee 3.0, qui est un peu le protocole un peu du moment, j'ai envie de dire, sachant que il y a toujours eu un protocole du moment, c'est-à-dire qu'à un moment on parlait beaucoup de Z-Wave historiquement, il y a eu Inocéan, qui existe toujours. Là, on parle de Zigbee 3.0, on parle de Matter. Et j'ai envie de dire, je sais pas quel protocole va émerger ou va devenir le standard, l'espéranto de l'IoT. On en parle depuis longtemps. Mais en tout cas, il va avoir des agrégateurs. Donc, on a un, Samsung Overkiss, qui justement est là pour faire discuter beaucoup de solutions entre elles. Et donc, oui, alors on parle de Matter qui va arriver. Alors, ça fait longtemps que ça doit arriver. A priori, c'est en train de sortir, mais voilà. Donc les technos, c'est plutôt de la radio, de ce que je vois pour la partie simplicité en résidentiel, en mise en œuvre, et notamment aussi quand on va adresser le marché de l'existant. Ça va être quand même beaucoup plus simple avec des solutions radio. Après, le protocole en question, ça sera un protocole de communication qui sont de plus en plus performants dans les portées, dans le cryptage, dans la sécurité. Et donc, on verra. Ça, c'est un point important. La sécurité, c'est souvent un peu décrié quand on parle d'IoT. Est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment une prise en compte de ce critère-là dans les nouvelles technologies, ou est-ce que finalement, c'est une composante qui n'émerge pas plus que les autres et qui reste un élément? Alors, je sais pas, je laisserai les autres peut-être en parler. Nous, chez Somfy, on était plutôt sur des solutions qui donnent accès au logement, au bâtiment. Donc, pour le coup, la sécurité, le cryptage, la sécurité des protocoles, c'était vraiment un sujet pour nous. J'imagine que quand on pilote des solutions d'éclairage, des choses un peu moins, on va dire, sensibles, la question se pose moins. Donc, après, sur les protocoles comme Zigbee 3.0, la question de la sécurité a été Et peut-être aussi sur la partie peut-être un peu plus tertiaire, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que finalement on se base exactement sur les mêmes techniques que dans le résidentiel? Derrière la question de techno, pour moi, il y a vraiment plusieurs sujets. Le terme est très large. Moi, ma façon de le voir, c'est un peu de décomposer, parce qu'en fait, il faut regarder toute la chaîne de valeur en partant de l'objet. Là, déjà, il y a toute une multitude de types de capteurs qui vont avoir même leur spécificité d'étalonnage, leur durée de vie en termes d'alimentation, est-ce qu'elle va être sur batterie, est-ce qu'elle va être... Voilà. Si on remonte, parce que vous avez bien couvert la partie connectivité, donc là, effectivement, on a encore une grande diversité. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de protocole radio qui a la réponse à tous les cas d'usage. Ça, c'est une certitude. Donc, ça va être en fonction du cas d'usage qu'on va chercher ce qui est le plus optimal. On va avoir, parfois, on va chercher à privilégier l'efficacité énergétique. On va prendre des protocoles qui sont très peu consommateurs. À l'inverse, pour certains cas d'usage, on va devoir plutôt s'assurer qu'il y a une bande passante qui est suffisante. Par exemple, si on parle de flux qui sont plus importants ou avec des envois plus fréquents. Et puis après, au-delà de la connectivité, il y a aussi la partie, ces données, il faut les exploiter, les collecter, les analyser. Et donc là aussi, il y a une évolution on a parlé des GAFA parce que c'est cette couche qu'on appelle plateforme as a service qui est en dessous, voire infrastructure as a service, on descend un cran en dessous. Là-dessus aussi, c'est sûr que la taille compte. Et donc on va avoir des acteurs qui vont venir se consolider et avoir une force de frappe qui va être plus forte, qui vont pouvoir être beaucoup plus compétitifs. Et c'est ce qu'on voit avec la AWS ou Microsoft, c'est pas une surprise. Ils ont une capacité d'acquisition très forte. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une partie PaaS et IaaS qui était hors IoT, on va dire, et qu'ils ont IoTisé entre guillemets en rajoutant les différents protocoles avec des acquisitions. Aujourd'hui, ils le verticalisent en rachetant des sociétés pour avoir une approche tout en bout sur un sujet, que ce soit résidentiel ou tertiaire. Et si je continue
sur le bout de la chaîne. Ces données, une fois qu'on les a captées, il s'agit aussi de les analyser, de les présenter. Et là aussi, on a encore des évolutions sur les capacités de data analytics, de data view. On a des softwares qui sont de plus en plus performants. Si on va jusqu'au bout, j'anticipe peut-être un peu la conférence sur le BIM. On va avoir la capacité aussi à suivre en temps réel un jumeau numérique. Donc ça va être vraiment pour les installations plus conséquentes. Et déjà, pour moi, du coup, la réponse sur la partie techno, c'est que sur chaque brique, on a beaucoup de choix, beaucoup d'acteurs, des acteurs quand même qui ont une masse critique, qui leur donnent un avantage concurrentiel, qui va leur permettre de pousser un peu plus leur techno et de jouer plus la carte de l'interopérabilité. Mais on a quand même une évolution sur toutes ces briques qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue utilisateur, je pense au Facility Manager, par exemple dans le tertiaire, la question de la techno ne doit pas être une question pour lui. La question, c'est comment j'arrive à gérer mon bâtiment, à m'assurer du confort des occupants, à m'assurer que le niveau de température, de climatisation ou que la dépense énergétique, parce que maintenant c'est un peu plus sujet, je la pilote correctement. Et là, il y a toutes les réponses, ça va continuer à évoluer et ça va simplifier l'usage. Je vais quand même apporter un point de simplification, parce que la profusion des protocoles, ce qui est un fait sur le marché, il ne faut pas oublier qu'il y a un supra-protocole universel qui existe depuis des décennies, qui s'appelle IP, Internet Protocol, et qui a vocation à fédérer tous ces petits ruisseaux pour faire converger les données dans des systèmes qui vont exploiter, croiser les données, les gérer, etc. Et ça, c'est ce combat qu'on mène depuis maintenant 6-7 ans, qui est difficile à comprendre dans l'industrie immobilière, parce qu'on est de la pure informatique, mais ce supra-protocole IP est universel. Et donc il a deux instantiations, une instantiation en filaire, avec soit de la fibre, soit du câble cuivre, et puis pour projeter un petit peu dans l'avenir, même si ça peut éventuellement faire polémique et c'est pas une réalité d'aujourd'hui, mais ce sera certainement demain, il y a également la version radio de ce protocole IP sur la 5G, avec NB-IoT notamment, qui devrait peut-être d'ici 2, 3, 4, 5 ans commencer à s'imposer. Donc ça, ce sont des protocoles qui fédèrent l'ensemble, et les autres protocoles sont utiles parce qu'ils ont leur justification, ils font leur job dans leur segment, mais il faut aussi ce protocole fédérateur pour réunir tous les petits ruisseaux dans une grande rivière. C'est ce qu'on appelle à la SBA ce fameux réseau fédérateur, ce réseau du quatrième fluide, qui sont les données. Oui. Sans vouloir faire de publicité, mais pour en avoir la tête pas pour Bearing Point, mais pour une société française, non, ça va être facile. Pour une société française qui s'appelle Aclio, et qui justement en fait s'est positionné sur le fait d'IPiser, on va dire, ces différents protocoles de communication. Et donc là, ça a été normalisé par la 3GPP, qui est l'instance de normalisation téléphone. Ils étaient présents au CES en 2019 sur un stand. Et ça a bien pris, et donc il y a des initiatives comme ça, justement, pour travailler l'interopérabilité, mais c'est toujours un travail de longue haleine, l'interopérabilité, surtout les sujets numériques. C'est compliqué. Ouais. Donc là, on a parlé de la couche technologique, mais on a bien vu que quand on est utilisateur, que ce soit chez soi ou au bureau, on va plutôt parler d'application. Et donc, qu'est-ce que nous, on a comme maîtrise et quelles sont nos interactions finalement avec tous ces systèmes. Donc, peut-être déjà chez Nexity, est-ce que vous voyez comme usage, alors on a dit que ça a explosé, mais concrètement, qu'est-ce que j'utilise le plus? Qu'est-ce qui est le plus demandé? Et est-ce qu'il y a peut-être des bonnes surprises dans le lot, des choses auxquelles vous ne s'attendiez pas? Il y a eu des évolutions dans le temps. Clairement, nous, notre pari au départ, c'était de dire que la domotique, utilisant un mot un petit peu ancien, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire, à savoir la commande des équipements connectés dans le logement, allait générer un usage quotidien de notre application. Ça, comme je le disais tout à l'heure, ça a clairement marché. La domotique génère un usage quotidien. Parmi ces usages quotidiens, ce qui distingue clairement, c'est les ouvrants. C'est les ouvrants connectés. J'ouvre, je descends les volets. Alors, quand je suis dans le canapé, le soleil se couche. Plutôt que de me lever, je commence à appuyer mon canapé. Clairement, en hiver, le chauffage, la commande à distance du chauffage, clairement, ça c'est un usage qui émerge. De manière un peu surprenante, mais parce que notre modèle tarifaire fait que c'est plutôt une option, donc là je peux pas avoir une interprétation définitive, le pilotage de la consommation électrique.
On a des projets pour utiliser plus les compteurs, le compteur connecté Kelinky, mais ce qu'on fait pas encore aujourd'hui. Donc, on espère qu'on fera décoller cet usage-là. Et sinon, ce qu'on constate maintenant, 2 ans après le décollage de la solution, que la partie réseau, et moi, c'est moins de bâtiments connectés, mais je le mentionne quand même, parce que c'est assez intéressant. Le côté réseau social qui est intégré aussi dans l'offre, lui, maintenant, commence à décoller massivement. Si vous, dans l'application, vous commandez ce que je viens de dire, les couvrants, le chauffage, la lumière, je sais pas si c'était la lumière, la serrure, si vous l'avez prise en option, votre consommation électrique. Vous avez aussi des fonctions qui vous permettent de discuter avec votre syndic et de discuter avec vos voisins. Et ça, au départ, ça avait un peu de mal à décoller. Et maintenant que l'usage domotique est installé, cet usage-là décolle très fort. Et qui a une perceuse à me prêter. Voilà, exactement. Je cherche mes petits stores, qui a une perceuse à me prêter. Voilà, je vais soirée, attention, oui, exactement. Tout ce que vous pourriez passer dans vos WhatsApp de propriété, vous pouvez passer via l'application. Donc, ça, c'est clairement un mouvement qui s'est installé depuis le Covid, qui ne revient pas en arrière malgré la fin de. Et peut-être Maxime, dans les demandes d'aménagement dans les bureaux, est-ce qu'il y a des demandes qui sont, j'imagine, un petit peu différentes même de quand on est à la maison? Ah oui, déjà, il y a tout le côté GTD qui est installé depuis très longtemps avec les maîtrises de consommation d'énergie, d'eau, etc. Et après, là maintenant, depuis le Covid, on parle de flex office beaucoup. Donc flex office, je sais pas si c'est très connu ou pas. Je peux rappeler au cas où. En gros, c'est le fait de ne pas avoir de bureau attribué. Et donc, on a souvent moins de bureaux que de collaborateurs. Donc, ça signifie qu'il faut qu'on réserve son bureau, par exemple. Donc, maintenant, il y a des usages comme celui-ci, où on va avoir des applications, voire des solutions complètes autour de ça, qui permettent, en ayant des taux de flex office très agressifs, d'attribuer des zones aux différents services et d'être sûr que chacun ait sa place en venant au bureau. J'imagine que ça prend le bureau qui son extension, le local à vélo ou la voiture qu'on peut louer pour ses déplacements en parking. Ouais, ça après, ça dépend de ce qui est mis en place, mais ouais, tout est interconnectable. C'est-à-dire que demain, quand j'ai un preneur pour un bâtiment, il a son service de gestion de, on va dire, la coque, et puis mes utilisateurs qui sont d'ailleurs clients peut-être de d'autres solutions qui peuvent être connectées. On peut parler de la cantine, on peut parler de salle de sport, on peut avoir plein d'autres services qui viennent se pluguer. Tout à fait. On peut avoir, par exemple, dans plusieurs tours, il y a des applications qui viennent avec la tour, on va dire, auxquelles on peut avoir accès sous forme d'abonnement et qui proposent des services supplémentaires aux usagers, qui sont donc là les locataires, plutôt les salariés des locataires des locaux. Et là, on peut, tout ce qui est imaginable, finalement, on peut le créer. C'est juste comme ça devient de l'informatique. Il y a une grande profusion d'applications qui sont en train de naître, qui créent d'ailleurs un problème. Le problème, c'est celui du spaghettiware. C'est-à-dire quand on connecte tout ça, ça justifie encore plus la nécessité de mettre cette brique d'agrégation centrale dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle un Building Operating System, un système d'agrégation des données du bâtiment, justement pour capillariser toutes les données qui sont produites par les multiples sources diverses et variées, systèmes traditionnels et nouveaux IoT, et venir les distribuer dans les dizaines d'applications qui peuvent les réclamer. Je peux compléter d'ailleurs avec un cas d'usage dont je pense qu'il va devenir de plus en plus populaire avec le télétravail et le flex. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est la mesure du taux de présence, de l'occupation du bureau. Là-dessus, on a trouvé un moyen d'y répondre chez Nexity. Là, je prends plutôt ma casquette non pas de responsable de l'offre, logement connecté, mais plutôt de DSI. On utilise maintenant nos équipements réseau pour compter les gens dans le bâtiment. Combien de connexions filaires, combien de connexions réseau j'ai à tel moment, ce qui fait qu'on a maintenant carrément développé un dashboard où heure par heure, étage par étage, je sais dire combien un instant T on a de gens et combien de temps ils sont restés. Et et on va même plus loin grâce aux équipements de Microsoft, là, on est sur la couche Microsoft, on sait calculer le taux d'occupation des salles de réunion. Ce sont des salles de réunion Teams, donc on sait dire combien était quel taux de réservation chaque salle avait. Donc là, on n'a même pas besoin de déployer un IoT spécifique. On utilise les équipements informatiques
entre guillemets classique. Et ça, je pense que ça va être un cas d'usage qui va être très populaire dans les années qui viennent parce que l'empreinte immobilière, c'est aussi une empreinte de coût et donc Oui, c'est une approche plus frugale. Ouais. On a des partenaires bretons qui s'appellent Twin6 qui le font aussi avec de la triangulation Wi-Fi, ouais. en plus de... Faut être encore plus précis sur la localisation. Nous, on utilise on capture la localisation précise d'un bâtiment parce qu'on prend la borne, à quelle borne il est connecté. Ouais. Donc, ça nous donne une précision qui est pas mal du tout. Par exemple, sur un étage, on va avoir quand même une dizaine de zones. Donc, et d'aller plus loin dans la précision, ça apporte pas mal. Mais la triangulation permet d'aller encore plus près. Et l'avancée qu'on peut noter à la fois sur les technos et sur les usages, est-ce que vous sentez que ça va être un vrai driver du marché, ça va continuer, ou est-ce qu'on a un peu ce plafond vert à dire, au bout d'un moment, il y en a trop, et on s'y perd, et ça devient plus un avantage concurrentiel parce qu'on n'y voit plus la valeur perçue qui s'en dégage. Lequel de vous? Je veux bien répondre. Ces usages, ils s'installent de toute façon contre vents et marées. Que l'industrie immobilière le veuille ou pas, les utilisateurs les mettent en place. Industrie low-tech, faut le rappeler. Ouais, C'est à la base. Ouais. Qui est pas très tech appétante, on est d'accord. On va dire ça. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Ouais, elle n'est pas très tech appétante. Il n'y a pas de raison de le lui reprocher, elle a d'autres atouts. Par contre, les filières techniques qui l'accompagnent n'y comprennent rien non plus. Alors là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, il y a un problème de montée en compétence de la maîtrise d'œuvre d'exécution, notamment en conception-réalisation, pour qu'ils intègrent de manière beaucoup plus à bras le corps ces nouvelles technologies pour permettre justement au bâtiment de délivrer ses usages. Parce que de toute façon, le client, il va le payer à la fin, mais ce sera sorti de la chaîne immobilière. Donc, elle loupe une opportunité de créer de la valeur ajoutée en proposant plus de services. Et le fait qu'on ait de plus en plus d'acteurs, est-ce qu'on se dit que ça fait grossir le gâteau? Parce que j'ai l'impression que, par exemple, on a beaucoup d'acteurs assez installés. On a assez peu de startups qui viennent rajouter cette couche applicative par-dessus. Les startups, il y en a plein. Ouais, Toute la PropTech. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces startups en disant, est-ce qu'elles vont c'est le risque de la startup. La startup, ça va, ça vient. Donc, il y a un taux de déchet de 9 sur 10. Est-ce que quand on a un parc immobilier géré, est-ce qu'on peut prendre ce risque-là ou est-ce que par défaut, on se dit que c'est pour ça qu'il faut être propriétaire de ses données, il faut maîtriser sa donnée, parce que si vous construisez une architecture indépendante des services et des technologies, vous maîtrisez le cœur central, et ben, si une brique est défaillante, vous la changez. C'est moins dramatique que d'avoir rien maîtrisé du tout et que tout votre château de cartes s'écoule, ce qui est le cas aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne question. En effet, c'est une question que nous, on s'est posée là. Il y a eu des cas sur le marché, effectivement, où des acteurs ont choisi de s'associer à des startups très bien, mais pour un déploiement massif, c'est vrai que c'est très dangereux et pour le coup, on a quelques exemples. Oui, ça s'est pas très bien fini. Et nous, là, puisque je l'ai pas dit, mais notre partenaire industriel pour l'offre génie, c'est le groupe Somkey, a commencé par Overkeys et Somkey en second rang. Et clairement, la pérennité de la solution a été un des critères importants pour puisqu'il y avait effectivement beaucoup de startups sur ce marché. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Vous avez raison, la PropTech bouillonne encore, mais je me rappelle l'année 2017-2018 qui me semblait, dans ma mémoire, encore plus bouillonnant. Ouais, c'était vrai. L'époque des charters, voilà, c'est ça, exactement. Et clairement, c'était un critère de choix important de dire, bon, on se projette pour la décennie qui vient, donc on va plutôt prendre un partenaire industriel, donc on est sûr qu'il sera encore. Ceci dit, il y a des startups de PropTech qui ont fait des cartons. Moi, je prends un exemple, je leur fais pas de pub, mais Deepkey, il y avait des 150 millions, je crois, qui est une vraie scale-up. Donc, il faut aussi, il faut mitiger l'innovation, il faut mitiger les risques. Il faut aussi laisser la chance à des startups de grossir, avec le risque que certaines d'entre elles ne passeront pas le cut. Ça, je pense que ce qu'on peut aussi retenir, c'est que quand on est professionnel de l'immobilier et qu'on veut vraiment adopter cette technologie-là, il faut aussi se faire accompagner sur toute la chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure et pas que voir la couche applicative et la couche d'usage, mais vraiment se renseigner sur comment je vais collecter ma donnée, comment je vais être capable de la traiter, de l'analyser pour ensuite la restituer. Et que chacun a ses forces, et on l'a vu tout au long de ce court chapitre, parce qu'il y a plein d'acteurs à plein de rôles différents, il faut en avoir la connaissance, et c'est pas le propre des professionnels de l'immobilier.
Donc, c'est comment ils se font accompagner. Et je pense que vous pouvez en témoigner chez Mary Point. Ça a un rôle crucial peut-être cet accompagnement qui est nouveau pour les acteurs. Absolument. Enfin, nous, en fait, c'est parce qu'on a fait le constat que justement il y avait ce foisonnement, on va dire, d'acteurs et qu'on avait encore un écosystème très morcelé. En discutant avec nos clients, on a vu qu'il y avait un besoin un peu de cartographie et puis de bien voir quels sont les points forts, points faibles de chacun. Donc, ce qu'on avait fait, Yann peut en témoigner, parce qu'il avait été parmi les premiers à travailler avec nous sur le sujet, c'était de constituer un écosystème qu'on appelle aujourd'hui l'IoT Business Hub. Et donc, en fait, régulièrement, on a une équipe qui cartographie un peu les acteurs du marché. Là, je nuancerai un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les startups. Nous, on continue à vraiment cartographier. En France, on fait des situations très détaillées. On étend sur l'Europe encore beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça, c'est pas quelque chose d'anormal, en fait. Parce que la barrière à l'entrée sur beaucoup d'acteurs est très faible. Donc, c'est normal que quand on est sur un marché qui est en croissance, et des occasions de remettre la croissance, comme par exemple le contexte Covid qui a remis la place sur certains cabinets avec la business à certaines startups. C'est normal qu'elle soit là. Après, le propre du marché, c'est qu'il est souhaitable. Ça stimule l'innovation. Ça stimule. On en a qui sont très successful et on a un marché après, quand on vient en maturité, qui se consolide parce que, voilà, on a des plus gros qui arrivent, qui finissent par acheter. Et la recommandation qu'on a en général, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que il faut bien penser son écosystème de partenaires et c'est indispensable d'avoir un écosystème de partenaires. Il y a aussi des risques que vous disiez sur un seul acteur. Et donc, une fois qu'on se constitue cet écosystème, parce que ça permet d'aller chercher des expertises un peu plus de niche, parfois aussi d'être un peu plus en capacité de négociation sur les prix. Ça, c'est un vrai sujet aussi sur notamment tout ce qui est facility management. C'est d'avoir on va dire, un dispositif qui va venir un peu comme ce que vous avez indiqué. On va combiner de la pérennité, de la solidité, un peu d'historique, avec une capacité d'innovation, d'agilité, parce qu'il y a aussi ça qui peut être intéressant chez les startups, on voit, c'est que les grands groupes, pour certaines tailles, le processus, ça apporte de la sécurisation, de la façon de travailler, mais parfois ça peut introduire aussi de la lenteur, on va dire, par rapport à des acteurs qui vont être un peu plus petits, mais qui vont avoir une certaine agilité, qui vont beaucoup plus rentrer dans les exigences très particulières. Donc, réussir à se constituer un peu cet écosystème, ça permet de prendre toutes les forces tout en réduisant le risque. Et au-delà des startups, faut pas oublier, les startups, c'est le mot qu'on utilise souvent, mais en fait, c'est bien souvent des PME, aussi une certaine vie, qui avaient une présence historique sans connectivité et qui commencent à revoir leurs solutions. Un exemple en France, que j'ai bien aimé, c'est JDD. C'est un acteur, vous avez peut-être déjà vu dans des sanitaires, qui fournissait le matériel pour les sanitaires et aujourd'hui qui les fournissent en version connectée. Et donc, on a un acteur qui a en fait déjà tout son écosystème, qui a déjà toute sa base client et qui vient enrichir son catalogue de services pour améliorer l'offre du facility manager, qui va permettre, plutôt que de faire du nettoyage, on va dire, sur une base statistique, qui est globalement, si le local est un peu plus sale, on va y passer un peu plus, de faire en fonction de données réelles qui sont plus fraîches. Et donc, derrière, c'est l'excellence opérationnelle, c'est réduire les coûts, c'est aussi de la satisfaction pour l'utilisateur. Donc, faut pas, mon message, c'est que, c'est ce que je vous disais, faut pas opposer ces deux mondes, des startups et des plus gros. Il y a un win-win à aller chercher et ça permet de mener des projets souvent plus vite et avec plus de puissance, de réussir à trouver ce système, mais c'est pas simple. Donc, nous, on essaye d'aider sur cette cartographie des acteurs et pointer vers les bonnes personnes. Est-ce qu'on a des questions Pas de questions. Tout le monde dans la salle. Si on aura le droit. Voilà, c'est très sage. Mais vous avez des questions. J'ai une question. Je suis petit promoteur. Il y a un immeuble de 10 mètres carrés construit. Je suis également exploitant de cet immeuble. Quels sont vos conseils pour approcher au mieux ce sujet de la domotique en côté utilisateur, également côté de l'exploitant pour avoir les informations précises. Parce que j'ai l'impression que les deux mondes sont un peu parallèles et que j'ai l'impression que vous, en tant que grand groupe, on va dire, je m'adresse à Yann, vous avez les moyens, donc j'imagine que vous devez voir les deux choses en parallèle
Est-ce que quand on est plus petit, on a une approche un peu plus globale et plus simple, moins ambitieuse? Comment ça se passe? Je sais pas si ça Votre s'adresse à moi. expérience. Moi, je suis tout petit. Hein. On est 3-4 personnes dans notre société. Mais sur le segment du petit tertiaire ou du gros résidentiel, il y a plein d'acteurs compétents qui peuvent vous accompagner. Hein. C'est peut-être même là où il y en a le plus. Donc des AMO Smart Home, il en existe plein. Des intégrateurs avec ces compétences domotiques, il en existe plein. Donc il faut vous faire accompagner par des professionnels qui ont ces compétences-là. Et pas confier toutes les clés du camion à des métiers qui n'ont pas du tout intégré le numérique, parce que sinon vous n'y arriverez pas, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et pour compléter, je dirais qu'au-delà des startups, qui était un des volets du sujet, moi, je dirais qu'au moins aussi important, voire plus, c'est accompagner le changement de toute la filière de création du bâtiment qui doit être sérieusement accompagnée pour faire cette mutation. Hein. Ce sera notre dernier point sur comment on se projette. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est que il y a un constat de comment ça marche aujourd'hui, mais comment on fait pour que ça aille mieux demain, comment on embarque plus cette filière. Et ça peut aussi passer par des protocoles. Alors, on a évoqué Matter très rapidement tout à l'heure. Ça va peut-être l'occasion d'y revenir parce que c'est ce qui aujourd'hui semblerait pointer comme on dirait, le nouvel Eldorado. Est-ce qu'il le sera? On ne sait pas. C'est pas le sujet. Le protocole n'est pas le sujet. C'est un changement culturel. C'est déjà se former, s'ouvrir. C'est ça le vrai sujet. C'est ouvrir les fenêtres, ouvrir les yeux, et accepter d'apprendre un métier qui est nouveau progressivement. De recruter des jeunes qui ont cette double compétence bâtiment digital. Là, il y a un boulevard pour des jeunes qui auraient cette double l'appétence de l'immobilier avec cette compétence du numérique. Il y a un boulevard qui s'ouvre à eux parce que cette compétence, elle n'existe pas dans l'industrie immobilière. L'industrie immobilière en a besoin. Elle a intérêt à faire vite parce que la mauvaise nouvelle, c'est que la compétence digitale, la recherche des talents, c'est toutes les industries qui la recherchent. On est à 400 000 talents qui vont manquer dans le numérique. Et si l'immobilier se bouge pas, ils vont se les faire piquer, on va se les faire piquer par d'autres industries. Moi, je rebondirai sur votre remarque, monsieur, aussi sur votre question. Et c'est un point aussi qui a été soulevé tout à l'heure sur effectivement la partie occupant et la partie exploitant, qui est clairement aujourd'hui, moi, ma vision, c'est que c'est des silos qui se parlent pas, en effet. Se parlent pas. Il y a effectivement une branche appelons-la IoT domotique qui traite effectivement du résident et qui adresse plutôt le résidentiel. Mais même de le limiter au résidentiel, c'est un peu réducteur parce qu'effectivement, le bailleur social, lui, il va plutôt regarder le côté exploitation. Et le tertiaire, clairement, lui, il s'intéresse pas à l'occupant. Moi, je le vois comme ça, il m'en a rien à foutre. Lui, c'est l'exploitation qui l'intéresse. Donc, le mieux qu'il puisse faire, c'est mettre un thermostat qui, la plupart du temps, fonctionne pas. Je sais pas si c'est votre vécu d'utilisateur de bâtiments tertiaires, mais même s'il y a une branche tertiaire chez Nexity, je trouve que là, pour le coup, c'est une partie du métier qui est encore beaucoup mal. Donc oui, il y a vraiment deux mondes différents, c'est pas les mêmes intervenants, c'est pas les mêmes technos. Donc votre question faisait bien ce constat. Et pour votre solution, allez voir des gens comme mon voisin, là, je pense qu'il pourra vous aider pour la partie. Il pourra vous aider avec des solutions qui en a. Et je voulais recompléter avec quelque chose, mais ça m'a échappé. Ça va me revenir, pardon, je voulais compléter avec autre chose. Ah oui, pardon, sur ce que vous disiez sur les compétences, je pense que c'est un sujet absolument clé. Donc l'offre génie dont je parlais, on a pris en mission et on est arrivé à ce rythme de croisière de déployer sur 5000 logements par an. Il nous a fallu former la filière, en fait. Il nous a fallu former plusieurs dizaines d'installateurs pour la mise en œuvre de ces équipements dans le bâtiment. Parce qu'un électricien, non, ça sait pas poser un logement, un volet roulant connecté, ça sait pas de base poser un thermostat connecté, ça sait pas de base poser un composant connecté pour manier la lumière. Donc il faut les former. Et donc c'est clairement un enjeu qui ne s'improvise pas. Et qu'il faut. Et d'ailleurs c'est un éternel recommencement. D'ailleurs, hein, c'est pas quand vous avez fait la formation initiale que vous pouvez vous dire bon là maintenant je suis tranquille pour 10 ans. Donc c'est clairement un enjeu très important parce que quand je disais que l'immobilier était assez peu tech appétante, il fallait entendre au sens immobilier / construction.
sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est à peu près le seul secteur économique, tenez-vous bien, qui n'a pas fait de gain de productivité depuis 1960. Le seul. Parce qu'il n'a pas intégré les technologies numériques. C'est pas la seule raison. Mais vous regardez l'INSEE et pas mal d'autres instituts économiques. L'OCDE a fait des études très sérieuses en regardant quel secteur économique avait fait le plus de gains de productivité sur les 40 à 50 dernières années, et l'immobilier et la construction sont tout en bas. Non, quasiment pas. Donc ça, je vous rejoins. Il faut s'y mettre et il faut attirer les talents pour le faire, parce que c'est pas sans talent qu'on y arrive. Est-ce que ça veut dire que le driver, finalement, c'est le marché et pas les professionnels de la filière, et finalement, ils s'y mettent à marche forcée parce que ça devient un incontournable demain? Et ce qui pouvait aujourd'hui paraître comme un gadget, on a bien vu par votre retour d'expérience que ça l'était de moins en moins. Et finalement, c'est la demande des usagers ou des clients résidentiels qui force tout un écosystème à s'adapter. C'est la demande et aussi peut-être la norme. Alors, c'est aussi, je trouve que le marché de la construction, que ce soit résidentielle ou tertiaire, c'est un marché qui est régi par la norme, donc la contrainte. Pour beaucoup, enfin, c'est comme ça que c'est perçu, mais effectivement, nous on le voit sur les RE 2020 qui est lancé. Bon, ça embête tous les professionnels et effectivement il y a du surcoût, mais s'il n'y avait pas ces réglementations, on serait encore comme il y a 20 ans, les performances des batteries, des bâtiments, c'est vraiment très faible. Et je pense que c'est vraiment, il y a effectivement la demande du consommateur quand on est sur du résidentiel. Quand c'est du tertiaire, effectivement, on s'en fiche un peu qui est dedans. On s'en fiche un peu. Plus ça va, plus ça compte quand même. Oui, c'est très important, c'est pas mon propos, mais. Avec les solutions de monsieur, si vous économisez 30% de vos surfaces à louer, votre locataire, il s'en fiche pas, il fait une grosse économie. 10 fois supérieure à son économie. Là, je suis d'accord. Le locataire, pas l'occupant. L'occupant, c'est le locataire, enfin, c'est le preneur à bail. Le preneur à bail, c'est l'entreprise qui va louer 5000 mètres carrés. On parlait de l'occupant. C'est ça, le salarié, là où en résidentiel, l'acquéreur. C'est pour ça qu'il y a des DRH et des new ways of working, etc., pour faire passer la pommade, que chacun n'a plus son bureau, etc. Ça rejoint la guerre des talents, parce que dans le tertiaire aujourd'hui, pour attirer des talents, il faut aussi des bâtiments qui sont sexy, qui soient sympas à vivre, et au-delà de la considération économique de l'occupation, il y a aussi, on voit bien, ça rentre complètement dans les composantes de choix des candidats d'aujourd'hui et pensionnés de demain. Est-ce qu'on peut, quand on se projette sur les prochaines années, est-ce qu'on voit des tendances qui vont grossir, où on sent vraiment qu'il y a un fil, ou est-ce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que certes, il y a des éléments sur le chauffage en ce moment, sur l'occupation des bâtiments pour le tertiaire, mais ça reste encore une sorte de bruit de fond où on n'a pas de vrai sujet qui émerge. Moi, j'en vois une sur le tertiaire, c'est la flexibilité. C'est la fin du VAI 369. Cette flexibilité, c'est le bâtiment as a service. Donc, on achète des services. Et d'ailleurs, ça se fait même, je vous cite un exemple, sur le siège de Vinci. Ils ont complètement mis une structure qui transforme ces 75 000 mètres carrés en service à l'ensemble de leurs filiales. Donc, les filiales ne payent plus de bail. Ils s'abonnent à un service bâtimentaire. Ça, c'est une grosse tendance sur l'immobilier tertiaire. Et c'est une flexibilité qui est liée aux fluctuations. C'est une flexibilité qui est liée à la société, qui est mouvante. On n'arrive pas à se projeter de demain. Donc, on veut avoir la flexibilité de prendre plus, prendre moins, s'adapter, avoir des gens partis en télétravail qui reviennent au bureau. Enfin, on n'est plus sur une notion monolithique de ces usages d'espace. Je parle pour le tertiaire. Ce qui peut aussi rejoindre un autre type de flexibilité qui est de passer du tertiaire au logement ou vice-versa, et c'est-à-dire qu'un bâtiment dans sa vie, dans sa durabilité, sera peut-être amené à avoir plusieurs types d'usages et voir après comment la technologie nous permet de faire le switch. Ou un mix d'usages au sein du bâtiment, voilà, avec une partie au bureau, une partie logement, une partie avec des services. Ce qui n'est pas le cas, on est vraiment jusqu'à présent très scindé en deux. Il y a vraiment des immeubles de logement, peut-être un commerce au rez-de-chaussée et puis des bureaux. Et là, effectivement, avec le télétravail et ces changements,
l'intérêt d'avoir des parties de l'immeuble dédiées à la rencontre pour du télétravail plutôt que d'être chez soi, on se retrouve à un même endroit. Ça, nous, on pense en tout cas que ça va se démocratiser. Moi, je suis d'accord avec les deux éléments, à tel point que pour ce qu'on appelle le coworking, Nexity en est le numéro 3 en France avec sa filiale à Morny. Clairement, on y croit dur comme fer. Et la transformation de bureaux en logement, on y croit tellement dur comme fer aussi qu'on vient de créer une filiale spécialisée pour ça. Parce qu'effectivement, on sent bien que le mouvement, quand même, c'est plutôt une réduction macro des surfaces de bureaux, et surtout l'inadaptation du stock de bureaux existants en termes énergétiques et en termes de confort d'usage. Et donc clairement, tous ces bureaux qui sont inadaptés aujourd'hui, on estime à peu près la moitié du parc existant, ne resteront pas tous des bureaux, ils vont devenir aussi par d'entre elles des logements. Donc, clairement, c'est un mouvement de fond aussi. Et chez Biripec, dans vos observatoires, peut-être, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, peut-être un complément, peut-être une phase intermédiaire avant la flexibilité qui est déjà passée sur des contrats de performance. Le sujet, c'est pas juste de mettre les moyens pour gérer les soins, notamment dans le tertiaire. Ça va arriver, je pense, très progressivement, mais c'est justement de prendre des engagements de résultats et que du coup, derrière le contrat soit bien mis d'un point de vue financier aux résultats qui sont obtenus. Donc ça semble être une partie contractuelle, mais en fait, pour pouvoir l'exécuter, il faut avoir un back-office qui soit dynamique, qui permette de piloter tout ça, et donc avoir toute cette connectivité, ça permet de permettre ça. Donc, à partir du moment où vous allez avoir des acteurs qui vont réussir à passer de façon agressive sur les tâches par la performance, on va avoir un premier mouvement. Après, peut-être un second point, on a parlé de l'interopérabilité, ça c'est un sujet technique de fond, donc je le mets un peu de côté. Mais sur ce qui va être du résidentiel, je pense qu'il y a le renouvellement aussi générationnel qui fait que la demande est plus forte et que il y a moins cette crainte qui est encore un peu sur la génération actuelle, on va dire les trentenaires, quarantenaires qui sont plutôt ceux qui vont faire les primo-accédants, et donc aussi une crainte moins forte sur l'utilisation des données personnelles. Alors, ça c'est bien, quand plutôt des générations un peu plus anciennes craintives. Mais ça va aussi libérer des usages. C'est sûr que ce qui tire derrière, c'est quel est le résultat de ce que j'obtiens, indépendamment de ce que j'ai dû fournir pour donc voilà, ça sur le tertiaire et résidentiel, je pense que c'est peut-être des choses qui sont à la boule de cristal, mais qui peuvent tirer encore un peu d'évolution. Un mot de la fin. Moi, je crois vraiment que le building as a service, c'est vraiment ce qui va se développer, en tout cas pour le tertiaire. Parce que c'est ce qui offre le plus de flexibilité, et alors peut-être aussi avec des engagements de performance. Mais c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour les occupants et pour les propriétaires. Parce que je pense que c'est là que chacun aura la meilleure valeur sur ses actifs. Et après pour le porter, il y a des solutions technologiques qui émergent. Et après, on en reparlera aussi peut-être sur la conférence pour le BIM. C'est sûrement un autre point, c'est avoir plus de continuité en fait quand on regarde toute la chaîne dès la construction, où là il y a encore beaucoup de place pour davantage de digitalisation, avoir ces modèles numériques, et ça permet d'anticiper l'usage, l'exploitation. Et donc ce serait en plus derrière avoir la boucle retour qui permette donc de mieux dimensionner ça, ce serait un peu le Graal. Et si je vais un cran plus loin, quand on aura suffisamment d'installation, d'implémentation d'expérience, on aura aussi suffisamment de connaissances en données pour pouvoir être plus dans du prédictif que dans du réactif. Et ça, c'est un peu ce qu'il faut atteindre. C'est normalement la partie la plus efficiente opérationnelle. Pour corroborer ce que vous dites, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on a lancé notre solution connectée.
Et c'est vrai que depuis 10 ans, plus de 10 ans, on a récolté énormément de données sur l'utilisation de nos produits. Et effectivement, dès le départ, l'idée de travailler sur une solution connectée, domotique, comme on appelait ça, c'était vraiment pour travailler sur la maintenance de nos solutions, la maintenance préventive. Et effectivement, on croit beaucoup à ce sujet, notamment sur la partie tertiaire, où justement d'avoir des solutions connectées et qui s'arrêtent pas forcément qu'à la GTB, qui reste vraiment ancrée dans le bâtiment, va pouvoir nous permettre d'apporter ces services-là pour un propriétaire de X bâtiment, ça fait sens. D'autres questions? Très bien. Voilà. La dernière question, la question aux autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Question de Hara toujours. Dans le résidentiel, est-ce qu'il y a un business model pour les promoteurs? Et deuxième question, le logement connecté est-il un moyen de fidélisation ou de satisfaction client ou peut-il générer de la valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a un business model? J'ai essayé de donner des indices tout à l'heure. Ça n'a pas l'air de nuire aux ventes. Donc, est-ce que ça génère de la satisfaction? Probablement, puisque ça génère de l'usage. Ensuite, effectivement, on a interrogé nos utilisateurs sur leur vision de l'application et sur leur souhait d'évolution. Et les feedbacks sont très positifs. Maintenant, le plus positif, c'est l'usage. On peut interroger les gens, mais le fait qu'ils l'utilisent tous les jours, c'est quand même ça qu'on vote avec ses pieds. Hein. Donc, clairement, oui, ça génère de la. Alors, pour la fidélité, c'est aussi la question. Oui, je pense, parce qu'on commence à avoir des ventes additionnelles. Maintenant, c'était un truc qu'on a ajouté il y a pas si longtemps que ça. La faculté via l'application d'acheter des objets supplémentaires, et ça commence à venir. C'est encore un peu tôt pour être définitif, mais ça commence à venir. Alors, nous qui avons un peu plus d'historique que vous sur la solution connectée, oui, on a, alors, pour le coup, très clairement, sur la durée de vie, donc on a des installations qui ont, les premières, c'est 2011, donc qui ont 11 ans. Et vraiment, on a vu les solutions se compléter au fur et à mesure de la vie du logement, notamment. Et donc, c'est très clairement le cas pour nous et c'est vraiment un levier de vente additionnelle dans notre cas. Est-ce que vous voyez une hausse du prix du mètre carré sur des arguments quelque part, c'est un peu la question économique sous-jacente. Est-ce que c'est finalement le sentiment qu'on a en discutant, c'est que non, c'est du serviciel on top, et voilà, c'est un argument de plus, mais que de là avoir un impact sur l'emplacement, classique, c'est encore très loin. C'est pour ça que je prenais les précautions d'usage en disant, je ne peux pas vous prouver par A plus B que c'est ça qui déclenche les ventes, parce que forcément l'emplacement, les caractéristiques du programme, les caractéristiques physiques du programme, évidemment, c'était déterminant premier. Mais il n'empêche, vous m'accorderez que 2 à 3, c'est plutôt 3 d'ailleurs en 2020 et en 2021, c'est assez significatif. Ça crée de la préférence. Et voilà, et c'est concomitant de l'arrivée massive de l'offre sur le marché. Donc je peux pas m'empêcher de penser, même si je me fais un peu plaisir en disant ça, que ça n'y est pas pour rien. Mais oui, il y a un surcoût, mais que le groupe Nexity a choisi d'absorber. Parce que c'était sa stratégie. Il y a 30 ans, il y avait plein de voitures avec des mix électriques qui montaient automatiquement. Beaucoup de gens pensaient que c'était un gadget. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre une voiture. Absolument, c'est notre conviction. Je pense que ça devient aussi une norme du marché. Donc c'est ça. Est-ce qu'on a une dernière question en salle avant qu'on commence? Est-ce qu'on va prendre, voilà, où est-ce qu'on va prendre la les discussion, et ça, c'est l'avantage par rapport à ceux qui sont à distance. Bah, en tout cas, ils sont toujours 40. Je sais pas, ils sont peut-être déjà allés chercher la bouteille. On avait dit personne. Merci Ara. Ara est derrière en fait. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages et effectivement pour ce